Comment se figurer l'activité d'un cerveau exclusivement occuper sa vie durant d'une surface composée de 64 cases noires et blanches. Sur le grand paquebot qui à minuit devait quitter New York à destination de Buenos Aires, régnait le va-et-vient habituel du dernier moment. Un peu à l'écart du mouvement, je m'entretenais avec un ami sur le pont promenade, lorsque 2 ou 3 éclairs jaillirent tout près de nous. Apparemment, un personnage de marque que les reporters interviewaient et photographiaient encore juste avant le départ. Mon compagnon regarda dans cette direction et sourit. « Oh! Vous avez à bord un oiseau rare, Czentovic, Mirko Czentovic, le champion mondial des échecs. » Je me souvins alors de ce jeune champion. Il y avait environ 1 an, Czentovic était devenu tout à coup l'égal des maîtres les plus célèbres de l'échiquier. Depuis qu'en 1922, Resevski, le jeune prodige de 7 ans, s'était distingué au tournoi de New York, on n'avait vu personne d'aussi obscur attirer avec autant d'éclat l'attention du monde sur l'illustre confrérie des joueurs d'échecs. Car les facultés intellectuelles de Czentovic n'eussent permis en aucune façon de lui prédire un brillant avenir. 3 jours suffirent à me convaincre que la tactique défensive de Czentovic était plus habile que ma volonté de l'aborder. J'en fus très contrarié. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de connaître personnellement un champion d'échecs, et plus je m'efforçais de m'en représenter un, moins j'y parvenais. Comment se figurer l'activité d'un cerveau exclusivement occupé sa vie durant d'une surface composée de 64 cases noires et blanches? Assurément, je connaissais par expérience le mystérieux attrait de ce jeu royal, le seul entre tous les jeux inventés par les hommes qui échappe souverainement à la tyrannie du hasard. Le seul où l'on ne doive sa victoire qu'à son intelligence. Ou plutôt, à une certaine forme d'intelligence. Mais, n'est-ce pas déjà le limiter injurieusement que d'appeler les échecs un jeu? N'est-ce pas aussi une science, un art? L'origine s'en perd dans la nuit des temps, et cependant, il est toujours nouveau. Sa marche est mécanique, mais elle n'a de résultat que grâce à l'imagination. Il est étroitement limité dans un espace géométrique fixe, et pourtant ses combinaisons sont illimitées. Il poursuit un développement continuel, mais il reste stérile. C'est une pensée qui ne mène à rien, une mathématique qui n'établit rien, un art qui ne laisse pas d'œuvre, une architecture sans matière. Et il a prouvé néanmoins qu'il était plus durable à sa manière que les livres ou tout autre monument, ce jeu unique qui appartient à tous les peuples et à tous les temps, et dont personne ne sait quel Dieu en fit don à la terre pour tuer l'ennui, aiguiser l'esprit et stimuler l'âme. Certes, je comprenais dans le principe qu'un jeu si particulier, si génial, pût susciter une sorte de matador. Mais comment concevoir un homme doué d'intelligence qui puisse s'en devenir fou et pendant 10, 20, 30, 40 ans tendre de toute la force de sa pensée vers ce but ridicule? Acculer un roi de bois dans l'angle d'une planchette.
Et maintenant qu'un pareil phénomène, un aussi singulier génie, ou si l'on préfère, un fou aussi énigmatique se trouvait pour la première fois tout près de moi, sur le même bateau, à 6 cabines de la mienne, je me voyais dans l'impossibilité de pouvoir l'approcher. Moi, qui pour mon malheur ai toujours eu une curiosité passionnée pour les choses de l'esprit. Mais je me mis à inventer les stratagèmes les plus absurdes